Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un Grand Angle sur la télévision nationale. Grand Angle qui reprend ses droits après un temps d'arrêt pour cause de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, dont la 35e édition a pris fin dimanche à Rabat au Maroc par le triomphe des Lions de la Teranga du Sénégal qui ont donc dominé le pays hôte, le Maroc, un but à 0. L'actualité en Guinée, c'est le lendemain de la prestation de serment du président Mamadi Doumbouya pour commencer son mandat de 7 ans à la tête de la Guinée. Cette cérémonie marque le début de la 5e République et la fin de la transition. Les regards sont donc désormais tournés vers le palais Mohamed V. Les Guinéens qui, dans leur grande majorité, ont donné leur voix au président Mamadi Doumbouya, attendent des actes forts allant dans le sens de la continuité de la refondation et des réformes institutionnelles et économiques engagées depuis le 5 septembre 2020. Quelles doivent être les priorités du président après cette investiture sous le regard de ses pairs d'Afrique et du peuple de Guinée? Dans quel ordre ces priorités devraient se décliner durant le mandat? Quels sont les atouts dont dispose la Guinée pour atteindre ces priorités? Quelles sont les contraintes auxquelles le président fera face durant son septennat? Pour répondre à ces questions, Grand Angle a invité professeur Amadou Obano Obari, sociologue et enseignant-chercheur. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Dans notre focus, nous reviendrons, je le disais à l'entame, sur la CAN, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Nos chroniqueurs ont leur mot à dire, même si certains sur ce plateau ne sont pas très sportifs. Je mets ça au féminin. Vous voyez de quoi je parle? Safiatou Condé, bonsoir et bienvenue. Mais quelle façon, David, de m'introduire. Bonsoir, David. Bonsoir à tous. Après un temps de pause, pour raison de Cannes, on se retrouve encore une fois autour de ce plateau que j'aime bien partager avec tout le monde. Et voilà. Et vous avez manqué aux téléspectateurs. Bon retour à l'équipe, bien sûr. Et toi? Oui. Idrissa Cissé Bagui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Depuis un bon moment, je regarde au milieu de ces deux personnes. En fait, je vois grand angle. Je me demande l'angle à combien de degrés aujourd'hui, mais il n'est pas grand. Il n'est pas grand. Il n'est pas grand aujourd'hui. L'angle est très grand. Non, aujourd'hui, il n'est pas grand. Mon bonsoir va à l'endroit du ministre de l'Hydraulique, Aboubacar Kamara. Heureusement, sur ce plateau, vous êtes là. Ali Moussouare est là, Moussa Kouyaté est là. À un moment donné, quand le monsieur s'est fait violence pour dire que Conakry sera propre dans un délai bien défini, vous n'y croyez pas. Vous n'avez pas cru à la... comment dire? Vous n'avez pas cru à l'idée, vous n'avez pas adhéré à l'idée, mais je vous avoue qu'en tout cas, d'hier, depuis avant-hier jusqu'à maintenant, je ne dis pas, peut-être vous... sur ce plateau. Non, non, je ne dis pas les coins et recoins de Conakry, parce qu'après, s'il faut aller jusqu'à devant la cour de Alimou pour inspecter si Alimou a nettoyé devant sa cour ou pas, ça c'est un autre aspect, mais à un moment donné, à un moment donné, on est fiers de cette capitale, on est fiers de dire que Conakry, à un moment donné, était vraiment la perte de l'Afrique occidentale. C'est vrai, moi, souvent, c'est dans des beaux discours à la télé, à la radio, j'entendais ça, mais quand je suis sorti... Ça commence à revenir, Idrissa, c'est ce que vous voulez dire? Non, 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 pas que ça commence à revenir, on est au point zéro. Là, je ne dirais pas que Conakry est propre, mais à un moment donné... il y a des efforts qui sont faits. Beaucoup d'efforts. Alors là, beaucoup d'efforts, il faut l'avouer. Il suffit que juste, peut-être vous qui n'avez pas adhéré à l'idée que vous acceptez que... Ah non, non, vouloir c'est pouvoir. C'est une attaque frontale. Non, non, alors là, pas du tout. Je sais. Mais j'ai défendu l'idée ici, moi. J'ai dit qu'il faut y croire. Plus ou moins, vous avez défendu plus ou moins, vous étiez réticent sur l'idée. Je vous ai vu ici mettre la pression verbale sur le pauvre ministre bon guinéen qui a décidé à un moment donné de débarrasser Conakry, d'adhérer tous les bons Guinéens. Et honnêtement par là,
Félicitations. Félicitations. Quand c'est Idrissa qui commence comme ça, non, mais félicitations, c'est vrai. Moi, je le rejoins. Aujourd'hui, il y a des coins de Conakry que vous ne pourrez pas reconnaître. Honnêtement parlant. Vous ne pourrez pas reconnaître. Tellement que ces coins étaient encombrés. Par la salubrité ou quoi? Par la salubrité, par les petits kiosques construits par-ci, par-là. Mais quand on a dégagé, je vous jure qu'il y a des coins que vous ne pourrez pas reconnaître aujourd'hui. Et il a fallu ce petit geste-là. Il a fallu ce petit geste-là pour qu'on sache que Conakry est aussi grand, que les rues sont grandes plutôt. Oui, les rues sont grandes. Parce que là, il faut sortir pour le voir. Ça va diminuer un peu le stress, parce que souvent dans les embouteillages, on est là, on est assis. À Koza, vous prenez la route Nongo-Koza. Franchement, David, tu circules vraiment à l'air libre. Tu n'as aucun encombrant physique devant toi. Il a fallu juste ce petit geste-là pour qu'on sache que Koza est grand. On espère que les présidents de délégation spéciale ne vont pas juste rester bras croisés pour regarder le ministre en train de travailler. Voilà, il faut que l'élan soit gardé. Il faut surtout que ça soit gardé. Oui, l'élan et la langue surtout. Oui, Alimou Souaré, bonsoir. Bonsoir David. Pardon, vous savez, il y a des réactions qui m'ont beaucoup marqué. Marqué également sur ce plateau. Seulement aujourd'hui, leur marge de manœuvre est très réduite. Mais quand on parle de projet, vous entendez souvent les experts dire que c'est un projet SMART. Alors je vous définis c'est quoi un projet SMART. SMART veut dire là, on est dans la haute technologie, simple, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. C'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on a une investiture et qu'il y a certains qui se sont mis sur le plat pour rendre la capitale propre, qui ne vient même pas, qui ne relève même pas. Mais si c'est déjà propre, attendez, qui ne relève même pas, des prérogatives de certains qu'on veut attribuer ici la paternité, qu'on veut attribuer la paternité. Hydraulique et assainissement, non? Écoutez, je vais finir. Qu'on veut attribuer cette paternité à une équipe bien définie, qu'on va dire que Conakry est propre. D'accord. Attendons, on va donner le temps au temps, comme le SMART. Oui, mais après, si eux, ils ne s'associent pas à l'idée... On débat sur ça maintenant. Mais je sais où Kouyaté veut en venir. Non, mais Kouyaté n'a pas pris la parole. Je le vois venir déjà. Je le vois venir. Il faut qu'ils adhèrent à l'idée. Honnêtement parlant. D'accord. Parce qu'il y a eu des efforts. Kouyaté, bonsoir. Oui, bonsoir David. Tu as adhéré à l'idée. Sans polémiquer, je voudrais dire à ce monsieur qui est assis à ma... Idrissa Cissé, c'est son nom. Pour dire que Conakry ne se résume pas qu'au niveau des grandes routes. Il faut rentrer justement dans les quartiers pour voir les vraies réalités. Je ne sais pas si le ministre Abouakar... il faut commencer. Il faut commencer quelque part. Il faut dire, même ailleurs, on voit des fois quand on rentre dans les quartiers, on voit quand même... Mais David, il faut bien commencer quelque part. Il y a des efforts, je reconnais. Je dis encore à Idrissa de rentrer dans les quartiers pour voir certains visages. Lui, je n'ai pas dans son quartier parce qu'il n'est pas un bon exemple. Mais si ça a commencé, c'est déjà à saluer. Alimou l'a dit, dans quelques mois, nous serons dans les grandes pluies. Les grandes pluies, justement, on verra un autre. Où les mangues vont arriver bientôt. Le plus important, c'est quoi? Il faut retenir qu'il a montré qu'avec la volonté, elle a un pays. Ça, je suis d'accord. C'est cela, voilà, c'est cela. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Avec la volonté, on peut renverser les montagnes. Exactement. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer des messages au 627 53 09 99 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, le 00 224 avant le 627 53 09 99. C'est justement exclusivement pour des messages, pas d'appel là-dessus. Vous êtes à Sigiri, à Madila, on nous suit de ce côté. Merci de votre fidélité à Grand Angle. Voilà pour notre plateau. Dans un instant, on prend la direction de Rabat, peut-être escale à Dakar au Sénégal. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale.
les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. De retour donc sur ce plateau pour notre focus, le focus Ali Moussoiré, je commence par vous. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le rideau est tombé hier à Rabat, triomphe du Sénégal sur le pays hôte. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette CAN Maroc 2025? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Alors, cette CAN, vous l'avez dit que c'est la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça a été la CAN la plus prolifique de l'histoire de cette compétition. Parce que en termes de buts? En termes de buts d'abord, en termes également de matchs qui sont tendus. Où c'est une CAN, on n'a pas rencontré des surprises. Parce que les 4 équipes qui se sont qualifiées pour les demi-finales d'abord, c'était des équipes qui étaient attendues, que ce soit l'Égypte, le Nigeria, le Maroc, encore même le si Sénégal. Le Nigeria n'est pas un pays qualifié pour le mondial. Oui, même si le Nigeria n'était pas qualifié, mais aujourd'hui le Nigeria possède les plus grands attaquants, ce qui est normal aujourd'hui. Le Nigeria fait partie des 3 nations qui n'ont jamais eu une défaite durant cette compétition, dans les 7 matchs. Et si vous prenez, il y a eu 133 buts qui ont été marqués au cours de ces 52 rencontres, un taux de 2,55%. Chaque match, il y a eu 2,55 buts qui ont été marqués. Environ 3 buts, oui. Environ 3 buts. 213 cartons jaunes, ce qui montre beaucoup plus il y avait de l'engagement. Chacun voulait remporter 9 cartons rouges. Si vous prenez sur les matchs, les 7 matchs qui ont été joués, il n'y a que seulement 3 joueurs qui ont joué les 100% de ces matchs. C'est Idrissa Gana Gueye du Sénégal, Naïf Aguer du Maroc et Yacine Bounou, le gardien marocain. Le meilleur buteur d'abord, ce sont les autogols, on peut dire comme ça. Sinon, ce sont les contre son camp, 5 buts, suivi de Brahim Diaz qui a également 5 buts, Salah 4 buts, Victor Osimhen 4 buts, et les passes décisives c'est 4 avec Ademola Lookman. Donc dans l'ensemble... Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ce que je n'ai pas aimé, c'est la réaction des joueurs sénégalais à la finale. À la finale, parce que... Mais vous avez aimé l'arbitrage? J'ai aimé l'arbitrage, bien sûr. J'ai aimé l'arbitrage, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec Jacques Nala sur ces décisions. Et ce sont des décisions qui sont légitimes. Ce n'est pas, par exemple, on ne fera pas... elles sont légitimes, mais est-ce qu'elles sont justes? Elles sont justes. Pour moi, on ne fera pas... Le but sénégalais refusé, vous pensez? Le but sénégalais, il y a eu contact dans la surface de réparation. Ça, c'est le premier. Il faut également que les gens arrivent à savoir que c'est la VAR qui interpelle l'arbitre. Ce n'est pas l'arbitre qui doit aller demander à la VAR. Quand il y a une action à l'intérieur de la surface de réparation, c'est la VAR qui va parce qu'il y a une communication qui est entre la VAR et l'arbitre central pour dire attention, la décision que vous avez prise, revérifiez cette décision. Et le contact entre également Diouf et, comment je vais appeler ça, Ibrahim Diaz, il y a eu bel et bien un contact. Et lorsqu'il y a eu contact, la VAR a appelé l'arbitre central, il est allé vérifier et nous avons vérifié, on a vu. Donc moi, le comportement des Sénégalais, heureusement que le sélectionneur a présenté ses excuses et aujourd'hui, on a vraiment une star de cette compétition, c'est bien Sadio Mané qui a pris le bon comportement au bon moment et au bon endroit. Oui, sauf qu'il va manquer à la prochaine édition et ça n'est fini pour lui. Moussa, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui, ce que j'ai aimé durant ce mois de compétition, c'est la qualité de l'organisation. D'accord, les stades, les infrastructures. Exactement, parce que le Maroc, même si Rabat a été assisté par la Confédération africaine de football, mais il faut quand même reconnaître que le Maroc a franchement... en termes d'organisation, a franchement mouillé le maillot à ce niveau, parce qu'il n'y a pas eu de fausses notes signalées par des experts. Alors, pour revenir un peu sur la finale d'hier, Ali Moun l'a dit, moi je dirais que la star hier, c'était vraiment l'arbitre, l'arbitre qui était... Ah oui, ce n'est peut-être Idrissa qui n'est pas sportif ici, voilà, en train de rire. La vraie star, c'est vraiment... Parce que moi, j'ai suivi des experts le matin, des analystes, voilà, c'est le mot. En l'occurrence, Joseph-Antoine Bell. Il a dit d'abord le but qui a été refusé, le but sénégalais là, l'arbitre avait d'abord sifflé, comment dirais, la faute avant que le but ne soit... le ballon n'atteint les filets. Mais les gens n'ont pas franchement compris. Même moi, mais quand j'ai suivi les
explications de Joseph-Antoine Bell. Il a dit qu'il était tout prêt. L'arbitre a d'abord signalé la faute avant que le but ne rentre. Mais beaucoup de personnes, y compris nos amis sénégalais, n'ont pas... Le problème aussi, c'est que hier, ça sifflait beaucoup au stade. Et ça, ce n'est pas, c'était pas du tout. Sur l'action là, c'était pas à l'avantage du Maroc du tout. Parce que les gens n'ont pas entendu, en tout cas les supporters et autres là, qui étaient à l'écran, ils n'ont pas entendu le sifflet. Ils n'ont pas entendu, mais l'essentiel, c'est que les joueurs qui étaient sur le stade ont entendu quand même les coups de soufflet, de l'arbitre. Et l'autre côté également, Sadio Mané a fait vraiment de très bons gestes. Le fait qu'il a appelé ses collègues, qui étaient d'ailleurs, certains qui étaient dans le vestiaire, c'était vraiment une très bonne décision qu'il a prise parce que il faut quand même reconnaître le football, c'est ça. Tu peux gagner comme tu peux perdre, il faut suivre vraiment la loi de... Est-ce qu'il n'était pas rentré remuer les gris-gris au vestiaire? Il n'était pas rentré. Derrière le pénalty, c'est pas rentré. Derrière le pénalty, c'est pas rentré. Je sais pas. Par après, moi, j'ai suivi des commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens disaient que est-ce que Ibrahim Diaz n'a pas fait exprès de donner ce ballon comme les enfants ont dit à Elan Niama. Exactement, pour ne pas dire que le Maroc a pris cette canne avec une manière un peu... vaincre sans mériter. Exactement, donc certains disaient que oui, il a fait exprès de donner le ballon au gardien mais là, ça a coûté sénégalais. Oui, ça a coûté vraiment, mais félicitations quand même aux Sénégalais et félicitations aux Marocains qui ont bien organisé. Ça fait tout, vous avez regardé quand même les matchs? Oui, certains matchs, surtout la finale. Vous avez regardé le match du Syrie? On y va. Vous supportez... Non, c'est moi qui anime les débats. C'est moi l'animateur. On va faire attention à ce que je dis. On a été téléspectateurs. Oui, hier j'ai suivi la finale comme tout le monde, comme tout autre. Et franchement, je n'avais pas de préférence. Jusqu'au moment où il y a eu ce malentendu entre les deux camps et tout. Et voilà, le choix fut fait. Le camp sénégalais et l'arbitrage. Bon, de toute façon, le choix fut fait. Et voilà, je suis parti pour le Sénégal, tout court. Parce que moi, je me disais que le Maroc, il était bien beau d'organiser une telle CAN. Parce que franchement, il faut le reconnaître. La CAN, elle était vraiment bien organisée. Avec les infrastructures et tout ce qui s'ensuit et tout. Voilà, après, finalement, j'ai fait mon choix et c'était le Sénégal. Et comme l'a dit l'autre, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'était le comportement des supporters sénégalais qui étaient pratiquement sur le terrain. Ils étaient tout prêts. Quand il y a eu ce pénalty qui a été sifflé et tout, ils voulaient en découdre avec la sécurité et aller sur le terrain. C'était pas normal, c'était très agité et c'était vraiment, moi j'ai trouvé que c'était pas normal. C'est un jeu et il faut se le dire, c'est vrai, c'est l'honneur qu'on défend, mais après tout c'est un jeu, c'est entre Africains. Quand il y a eu ça, il y a eu ce malentendu et tout, heureusement on le salue encore, je sais pas comment le qualifier encore, la maturité de Sadio Mané qui a consulté d'abord Diouf, il a consulté deux personnes à ta place, que ferais-tu? Bon, parce que j'ai compris, parce qu'après j'ai suivi son interview et tout, et il a dit faire revenir l'équipe. Et c'est ce qu'il faut faire. Et il y a eu ce qu'il y a eu, tout le monde a vu la suite et tout. D'abord, le penalty a été raté et ça a été un grand coup. Et moi, je pense que ça a été le point de démoralisation de l'équipe marocaine. Dès qu'ils ont raté, ça y est, celui qui l'a raté, jusqu'à la fin, il ne s'est plus retrouvé. On l'a même sorti. On l'a sorti après, mais jusqu'à ce qu'on remettait les médailles, il était complètement... moi, je me dis qu'il faudrait l'accompagner, en tout cas pour les mois qui vont suivre. Sinon, il risque de... 50 ans de disette et puis tu perds et le beau côté, franchement, c'était cette victoire bien méritée. J'ai vu une équipe sénégalaise hier qui a joué. Très motivée. Très motivée. Et qui s'est donné corps et âme pour décrocher cette victoire. Parce que c'était, en fait, c'était plus avoir la victoire pour l'avoir. C'était un défi. Et ce défi, il fallait vraiment le relever. Et on a vu qu'ils se sont donné corps et âme. Ils étaient prêts à tout pour décrocher cette coupe-là hier. Et c'est ce qui fut fait. Et c'était un très beau match. Et ils nous ont offert vous supportez le Sénégal, hein? Oui, à la fin. Il me semble que quand Safiatou supporte une équipe, cette équipe gagne. La prochaine fois, il faut supporter le Syrie de Guinée. Oui, mais si seulement si on est qualifié pour la CAN. Mais là, on n'a même pas vu le Maroc. Il faut les supporter dans les éliminatoires et puis on verra. Il n'y a aucun problème. Quand le Syrie joue, je joue aussi avec rien de ce que je fais. Donc du coup, voilà, espérons qu'on soit au rendez-vous la prochaine fois. La prochaine fois. Non, mais on ne va pas espérer ça. Non, mais on l'espère. On va espérer. Mais non, on espère. Honnêtement parlant,
vous avez vu notre CAN qui s'est déroulé au Maroc. Votre Sili que vous connaissez, est-ce que ce Sili avait sa place là-bas? Honnêtement parlant. Connaissant le fond de jouer... Attends, on avait la place là-bas. Quelle place? Pour faire quoi? On pouvait jouer? Non. Qu'est-ce que tu racontes là? On ne pouvait pas. Pourquoi pas? On n'a pas cette équipe. Là où le Bénin a joué, là où le Gabon a joué, c'est pas Guinée équatoriale. On ne méritait pas cette place. Vous pouvez jouer. Non, mais on peut rivaliser avec ce pays-là. Rivaliser qui, par exemple? La Tunisie, par exemple. Attends, David, tu es sérieux là? Non. D'accord, j'attends ma question. Oui, là, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ce que je n'ai pas compris, quand il y a eu la victoire du Sénégal, que l'Algérie soit en effervescence, ça, j'ai pas du tout. Je peux vous l'expliquer. Oui, ça, j'ai bien envie de comprendre. Entre l'Algérie et le Maroc, il y a un problème politique qui date de très très longtemps à cause du Sahara occidental. C'est clair. Ok, le Sahara occidental veut son indépendance. Le Maroc ne veut pas ça. C'est une partie du Maroc et cette indépendance est soutenue. Ça n'est pas que l'Algérie ne vienne même pas à la de justesse. Il n'allait pas. Donc c'est à ce problème-là. Donc que le Maroc soit battu à domicile dans ses installations par le Sénégal, on est très content du côté de l'Algérie. Vous comprenez pourquoi maintenant? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé, Idrissa? Est-ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé? Je pense que la CAF doit prendre des dispositions parce qu'après le football, c'est vrai, ça rime avec la passion, mais après, il y avait de l'électricité dans l'air avant la finale. Il y a eu trop de tension, justement. C'est ce qui s'est répercuté au niveau des supporters. Quel que soit ce qui se passe lors d'une rencontre, en tout cas, il faut qu'il y ait un vainqueur et un perdant. C'est cette idée qu'il faut inculquer tout d'abord dans la tête des supporters. C'est vrai, après, on l'a dit, quand c'est une équipe nationale qui joue, c'est le drapeau, c'est voilà, c'est cette fierté, cette volonté de vouloir mieux représenter le pays. Mais après, il faut que le football reste et demeure un jeu. Donc, il faut que les uns et les autres se mettent en tête que sur le terrain, il faut forcément un perdant, il faut forcément un gagnant. Donc, au-delà de tout, le football, c'est après, c'est ce combat que la fédération, normalement, la confédération doit mener, parce qu'il ne faudrait pas, dans le futur, que chaque fois, après, il y a eu des gâchis, au Maroc, au Sénégal, un peu partout. C'était vraiment compliqué. On était un peu en contact avec des journalistes qui étaient sur le terrain. Ils ont eu du mal à quitter l'enceinte du stade pour rejoindre, si tu veux, les hôtels et tout. C'était compliqué. Je me dis que la CAF doit beaucoup plus s'impliquer à ce niveau. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Oui, après, c'est le football africain. On a un peu, Ali l'a dit, on a un peu vu, c'est en tout cas ces 4 équipes qui étaient là. On a compris que c'est vraiment des équipes qui étaient à la hauteur. Il faut beaucoup plus s'impliquer maintenant pour que dans de telles situations, qu'on ne puisse pas rencontrer tout ce qu'il faut, tout ce qui peut gâcher la joie, parce que le Sénégal, l'acte qui a été posé, c'est des joueurs professionnels. Ils savent à peu près, le football a des règles. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Claude Leroy l'a dit. Il a dit à Sadio Mané qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai vu Elas Diouf directement qui disait à Sadio Mané, non, appelle tes gars, venez jouer. Je me dis, c'est des règles élémentaires du football. On ne peut pas bouder un match de football parce qu'il y a eu des décisions que vous n'approuvez pas. Exactement, je me dis qu'on ne doit pas arriver à ce stade parce que hier, c'est une très mauvaise image du football africain qu'on a envoyé. Une mauvaise image du football africain qu'on a envoyé. Oui, juste en 30 secondes, Sadio Mané et certains de ses collègues qui sont restés sur le stade hier, le terrain, ont été très intelligents parce que s'ils partaient tous dans les vestiaires, l'arbitre risquait de signaler le forfait. Exactement, c'était vraiment... On remettrait directement la coupe. Exactement, c'était vraiment grave. Et si vous avez vu, dès après la rencontre, la conférence de presse du sélectionneur sénégalais a été annulée parce que les journalistes marocains et sénégalais avaient commencé à s'attaquer un peu dans la salle. Et finalement, la CAF a finalement décidé d'annuler la conférence de presse. La conférence de presse, Ali Moua a déjà dit ce que j'ai aimé, c'est l'intensité, l'impact dans les matchs. J'ai beaucoup aimé ça. Autre chose que j'ai aimé, la Guinée était absente de la compétition, mais la Guinée était là aussi à travers cette publicité. Ça, il faut saluer. Il y a un Guinéen qui a décidé sur un bouquet, sur une chaîne cryptée, il a décidé de porter quand Conakry se réveille, on voit avec ces immeubles-là. J'ai bien aimé cette publicité parce que c'est un moment où presque l'Afrique et le reste du monde est connecté pour voir ce qui va se passer dans les matchs, que l'image de la Guinée passe en ce moment-là. J'ai bien aimé parce que
cette publicité, ça peut coûter très cher. Et le monsieur a mis la main à la poche pour faire la publicité. On me dira, c'est son entreprise, mais on a parlé beaucoup de la Guinée dans cette publicité. Je suis d'accord avec toi. La Guinée devait organiser. La Guinée devait organiser la compétition, on ne l'a pas organisée. On ne s'est pas qualifié, mais on était là. On était là. On n'était pas là. On était là. Non, c'est la publicité qui passe à la télé. On n'était pas là. Mais on parlait de la Guinée, il dit ça. On a parlé de la visibilité ici. On a dit que organiser une Coupe d'Afrique des Nations, ça donne la visibilité au pays. Quand les 11 joueurs sont dans le terrain. Donc comment? Il n'y a pas plus de visibilité quand c'est le rouge, jaune, vert qui est dans le terrain. Oui, je suis d'accord. À défaut d'avoir 100%, si vous avez 50%, c'est pas mauvais déjà, non? Oui, après on va vers l'excellence. Ali, est-ce qu'il y a vers l'excellence là? Il y a beaucoup de réactions. Merci à tous qui ont réagi. Bonsoir, Grand Angle. C'est Mori Diabaté, l'écoute est très favorable à Nongo. Il faut croire qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir au niveau de l'arbitrage africain. Le message est long, mais je pense que c'est l'essentiel. La télévision mère, je me nomme Baye Brahima depuis Pita dans la sous-préfecture de Broual-Tapé. Je souhaite à mon président un bon mandat. Merci à vous. Salut ma télé, je suis Dr Koundouno Robert depuis Kakbelin. Vraiment, j'encourage Monsieur le ministre concernant l'idée qu'il a prouvée par rapport à l'hygiène de notre capitale. Que Dieu avance ses idées. Merci à vous. Bonsoir mes chers chroniqueurs de Grand Angle. Le foot africain progresse. De très belles pelouses, mais l'arbitrage laisse à désirer. Moussa Silla qui nous a envoyé un message depuis Lansanaya Barrage. Declan Rice de Bomboli. Pour moi, Hakimi avait perdu donc son duel sur le but sénégalais. Il n'y avait aucune faute dans ce duel entre Hakimi et Diouf. C'est votre idée, messieurs. Bonsoir. Hakimi, par deux fois, il a perdu les duels. Je crois même le but sénégalais qui a été reconnu, c'est lui qui était à l'attaque là. Ok, merci à vous. Également, ce message n'a pas été signé. C'est pourquoi je ne peux pas le lire. On ne peut pas le lire. Certainement, parce qu'il n'a pas fait de sélection de messages. Voilà. Il est fort, il est sélectif quand c'est des messages. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette première partie. Dans un instant, nous allons parler des priorités qui attendent le chef de l'État, le chef de l'État qui a prêté serment samedi au stade général Lansana Conté de Nongo. Dans quel ordre ces priorités devraient être déclinées durant son mandat? Quels sont les atouts dont dispose la Guinée pour l'atteinte de ces objectifs? Quelles sont les contraintes auxquelles le président Mamadi Doumbouya fera face durant son septennat? On répond à toutes ces questions avec notre invité, professeur Amadou Bano Bari, il est sociologue et enseignant-chercheur. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission, juste après la pub. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique,
face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, de retour donc sur ce plateau dans la deuxième partie pour notre débat politique. Le débat s'apporte sur les lendemains de la prestation de serment du président Mamadi Doumbouya. Les attentes sont nombreuses. Les Guinéens qui ont donné dans leur grande majorité leur voix au président Mamadi Doumbouya attendent donc des décisions fortes pour parler donc de ce qui devrait être la priorité du chef de l'État. Nous avons invité professeur Amadou Bano Bari, il est ancien ministre, il est chercheur, il est sociologue et enseignant-chercheur. Il est donc avec nous. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bien. Alors, la première question, selon vous, quelle doit être la priorité du président Mamadi Doumbouya au lendemain de l'investiture? Alors, je peux parler comme tous les Guinéens, je vais dire tout est prioritaire. Ah. Je pourrais donner une deuxième priorité en disant que ce que tout le monde considère en Guinée, c'est qu'on a des atouts et qu'il faut prioriser les atouts. Okay. D'abord l'agriculture. On a 13,7 millions d'hectares de terres arables. Nous avons 23 bassins fluviaux, 400 milliards de mètres cubes d'eau de surface, 13 milliards de mètres cubes d'eau souterrains. On pourrait dire, dans les conditions normales, il faut commencer par l'agriculture. Sauf que ces atouts, on les a de tout le temps, avant l'indépendance. Ouais. Et quand on regarde le PIB de la Guinée, l'agriculture ne pèse que pour pratiquement 30% du PIB. Si je compare, par exemple, au secteur tertiaire, c'est sensiblement, le secteur tertiaire fait 40% de notre PIB. Ça veut dire que, grosso modo, depuis l'indépendance, et d'ailleurs notre niveau de production agricole a baissé dans certains domaines, sur les produits d'exportation, ce qui fait qu'on pourrait dire que nous avons ce potentiel de tout le temps et nous n'avons jamais réussi à le transformer en richesse nationale. Tous les documents consultés, toutes les études réalisées indiquent qu'en réalité, on a un problème de politique publique dans le domaine agricole. Et qui dit politique publique dit administration publique. Okay. Je vais donc prendre un deuxième secteur qui est considéré comme un secteur important pour la Guinée. Avant de prendre peut-être le deuxième secteur, on a vu quand même ces dernières années que le domaine de l'agriculture a bénéficié de pas mal d'investissements du gouvernement. Il a toujours bénéficié. Alors je vais vous rappeler un certain nombre de choses. Oui. Sous la Première République, le gouvernement a importé des milliers de tracteurs pour mécaniser l'agriculture. Ça n'a pas donné le résultat escompté. À la Deuxième République, le gros financement qui a été mobilisé pendant cette période, c'était dans le domaine de l'agriculture. Je rappelle juste pour ceux qui se souviennent, quand le ministère de l'Agriculture mettait tous ces engins, tous ces véhicules ensemble, vous avez l'impression que toute la Guinée appartenait au ministère de l'Agriculture. Nous n'avons pas eu le résultat escompté. Donc, si nous regardons le deuxième secteur, c'est celui des mines. On dit souvent que la Guinée, c'est un scandale géologique. C'est vrai. Il y a deux pays en Afrique qui sont considérés comme des pays où Dieu, en passant, a laissé toutes les mines. C'est la Guinée, le petit frère de la RDC, le Congo. 2/3 des réserves mondiales de bauxite sont en Guinée. On a 10 à 12 milliards de tonnes de réserves de fer prouvées, 20 à 35 millions de carats de diamants, et une réserve d'or estimée à 1000 tonnes. Mais lorsque l'on regarde, les mines représentent 85% des exportations de la Guinée et seulement 20% des recettes. Là aussi, on se dit, voilà un potentiel et nous n'arrivons pas à faire de cet élément
un instrument de richesse nationale. Pourquoi? Là aussi, ce sont les politiques publiques. Par exemple, dans le secteur minier, les rapports et même le CNT disaient qu'en réalité, il faut supprimer les exonérations fiscales, l'absence de paiement d'impôts sur le revenu de la plupart des sociétés minières, de 13 sociétés minières, ce qui permettrait d'augmenter considérablement les recettes minières de la Guinée. Là aussi, on a donc un problème de priorité, de politique nationale et un problème d'administration, puisque c'est l'administration qui joue. Pour moi, comme citoyen, et sur la base de toutes les études que j'ai réalisées, et de ma connaissance de l'administration publique, pour moi, si le président me posait la question, je répondrais. La priorité des priorités en Guinée, c'est la réforme de l'État et de son administration publique. D'accord. Et ceci devrait commencer par la présidence. Parce que la présidence, dans un régime présidentiel, est le principal lieu de pouvoir. La présidence devrait être réformée de telle sorte qu'elle prenne en charge la réflexion, la répartition des ressources, la détermination des priorités et le suivi et les sanctions. Après la présidence, il faut réformer pour moi la primature. D'accord. Puisque c'est un instrument de suivi rapproché des actions gouvernementales. Et après, on vient au niveau de l'administration centrale. Et pourquoi on commence par la présidence? Parce que c'est la présidence qui va déterminer l'architecture administrative. Et si, pour une raison ou une autre, il n'y a pas une réflexion sur l'architecture administrative, vous avez des ministères qui sont créés et qui sont en fait des anciennes directions à l'intérieur d'un ministère qui elles-mêmes vont se multiplier, se métastaser en créant des directions. En fin de compte, on se marche sur les pieds. Et la réforme au niveau de l'administration publique devrait conduire à la fois à déterminer et à appliquer les textes de loi qui existent, à savoir le nombre de sections à l'intérieur d'une division, le nombre de personnes par section, le nombre de sections dans une division, le nombre de divisions à l'intérieur d'une direction nationale et l'élaboration de fiches de poste à la fois pour le recrutement, mais aussi pour le travail. Là, il faut une refonte totale. Totale. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Un investisseur qui vient en Guinée rencontre qui? L'administration. L'administration publique, ce sont les femmes et les hommes qui pensent, mettent en œuvre, supervisent, contrôlent, sanctionnent, accompagnent tous les investissements. Vous avez remarqué, quand il y a eu crise financière en Europe, lorsque les banques étaient en faillite, qui a pris en charge et accompagné? C'est l'administration. L'administration, contrairement à ce que les gens disent, le secteur privé n'est performant dans un pays que lorsque l'administration, par rapport à la performance de l'administration publique. Si l'administration est performante, le secteur privé est obligé d'être performant parce que le contrôle, la supervision et tout le reste provient de l'administration publique. Pour moi, la priorité du président pendant ce septennat, en tout cas au départ de ce septennat, c'est la réforme de l'État et de l'administration publique. D'accord. La deuxième partie de cette réforme, c'est tout ce qui est lié au capital humain. Encore une fois de plus, ce n'est pas le sol ou le sous-sol qui enrichit un pays. Ce sont les femmes et les hommes et leur capacité à transformer la nature en richesse nationale. Oui. Et ce capital humain, il est composé de 3 composantes. Premièrement, il y a le capital humain au niveau du système éducatif. Il y a le capital humain de ceux qui ont déjà été formés et qui sont sur le marché du travail. Vous. Et puis, il y a le capital humain de tout ce que l'on appelle le NIT, ni à l'école, ni en emploi, ni en formation. C'est-à-dire que cette grande masse de citoyens que l'on a dans les quartiers, qui passent la journée à prendre du thé, à boire, à parler, à être dans les réseaux sociaux. Ce sont ces 3 composantes qu'il faut prendre en charge, en mettant en place des politiques publiques, à la fois pour réformer le système éducatif, pour qu'il puisse absorber tous les enfants en âge de venir à l'école, mais pas pour venir à l'école simplement, pour finir avec de la compétence. Savoir lire, écrire, parler et compter au primaire, savoir
apprendre par soi-même au niveau du secondaire et pouvoir sortir de l'université avec des compétences permettant en réalité de faire du travail. Donc, reformer le système éducatif en le rendant cohérent, en le rendant systématique. Parce que la cohérence du système est un élément de progrès et qui permet en réalité au système de fonctionner correctement. Alors, professeur, c'est vrai, c'est le fort du Guinéen. On a, en tout cas, sur papier, on a de très bonnes propositions. Mais quand vous parlez de refondation au niveau de la présidence, par exemple, vous avez parlé du capital humain. En fait, on ne va pas, permettez-moi du terme, on ne va pas importer des personnes pour venir développer la Guinée. On a eu des intellectuels, vous êtes peut-être un exemple, vous avez été à la tête d'un département ministériel, on n'a pas eu plus ou moins les résultats qu'on attendait d'un professeur Bano qu'on a connu. Pour vous, exactement, qu'est-ce qu'il faut? C'est vrai, le capital humain, on a ça, on a peut-être cette rigueur plus ou moins. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'au niveau de l'administration, par exemple, qu'on puisse dire, OK, on est sur une bonne lancée pour qu'on puisse attendre un très bon résultat. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Vous avez dit, en d'autres termes, ce n'est pas la ressource humaine qui manque. Non, vous avez dit beaucoup de choses en même temps. Oui. Je suis le premier en Guinée à écrire une tribune et à demander 7 ans pour un mandat présidentiel. Ah bon? Oui. Vous pouvez vérifier. OK. Et personne ne voulait m'écouter. Parce que le Guinéen, dès qu'il obtient un petit diplôme, il croit qu'il peut penser comme tout le monde. Et pourquoi j'ai dit 7 ans? C'est l'expérience que j'ai vécue à l'intérieur de l'État qui m'a permis de comprendre qu'en réalité, si vous voulez obtenir des résultats, un mandat de 5 ans, je vais vous dire ce que c'est, un mandat de 5 ans. Vous arrivez président, il faut trouver des hommes et des femmes. Quand vous les nommez, le temps de comprendre l'administration, c'est 1 année. Pour les plus intelligents. Le temps de mobiliser les ressources pour pouvoir, les ressources de l'État guinéen, c'est 2 niveaux. Vous avez les ressources internes et vous avez tout ce qui est lié aux emprunts et le partenaire technique et financier. Si vous comptez sur un partenaire technique et financier pour changer votre pays, vous ne le changerez jamais. Parce que les procédures sont tellement longues et que le processus est tel, en fait, la finalité est beaucoup plus sur le processus que sur les résultats attendus. Ensuite, il faut s'endetter. Et vous ne pouvez pas vous endetter jusqu'à un certain seuil parce que vous êtes sous la supervision du FMI, de la Banque mondiale, qui dit non, vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil. Un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas de chemin de fer, qui n'a pas de port, qui n'a pas pratiquement les infrastructures de base, comment il peut réussir à avoir une base économique sans laquelle, une base de production sans un endettement massif? Et donc, lorsque vous êtes dans un mandat de 5 ans, après la 2e année, les gens ont compris, vous commencez à mobiliser les ressources. À la 3e et 4e année, vous êtes en campagne électorale. Oui, c'est évident. À la 5e année, on recommence le processus. Après, dans certains États, avec des mandats de 5 ans, j'ai dit, oui, attendez, il va finir. Vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. La Belgique est restée sans gouvernement pendant plus d'1 année. Ça fonctionnait. Parce qu'il y a une base déjà établie. Qu'il y ait un gouvernement ou pas, ça fonctionne. Dans des pays comme les nôtres, sans une administration publique de qualité, il n'y a pas de progrès possible. Je vous le dis aujourd'hui. Deuxième des choses, lorsque vous parlez de ma petite personne, j'ai été ministre 1 année, 2 mois, 4 jours. Vous pensez qu'en 1 année, 2 mois et 4 jours, je peux changer la Guinée? Je peux changer le système éducatif? Pendant combien d'années avez-vous étudié pour obtenir votre poste, l'emploi que vous avez? Vous connaissez des gens en Guinée qui ont été ministres pendant 15 ans. Je n'entends personne parler d'eux. Celui qui a fait 15 ans a eu le temps de changer ou de détruire. Celui qui a fait 1 année a eu le temps de faire le bilan, d'étudier les dossiers et de savoir ce qu'il faut faire. Que ça? D'accord. Je peux vous garantir que pendant 1 année, vous êtes à un poste de responsabilité, vous ne pouvez faire que le bilan. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas bouger. Ensuite, n'oubliez pas une chose, je suis venu à une conjoncture où il était l'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection présidentielle, et puis
C'était le début du mandat. Alors, pour ma compréhension, c'est pendant votre mandat, vous avez compris ça, ou c'est quand vous avez... c'est après vous avez compris qu'il vous faut... Alors, il y a une chose, il y a toujours une différence entre deux choses. Ok. Ce que vous savez en étant loin et ce que vous savez lorsque vous êtes dedans. Si vous me dites que vous connaissiez la RTG de la même façon qu'aujourd'hui, je vous dirais que vous êtes un génie. Pour connaître un ministère, il faut avoir la main à la pâte. Il faut... Parce qu'il y a ce qu'on te dit, il y a ce qui est écrit et il y a la réalité des dossiers tels que tu les gères lorsque tu arrives en position de responsabilité. Parce que désormais, tu es le premier responsable du pays. Maintenant, je vous dis encore une fois de plus, vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Si l'administration publique guinéenne n'est pas de qualité, ne fonctionne pas sur des règles, et un ministre n'a pas de résultat, c'est le président. Je vous ai entendu tout à l'heure, vous félicitiez un ministre. Écoutez, en Guinée, il faut qu'on change les choses. Il n'y a qu'un seul responsable de la réussite. C'est le président de la République. Parce que vous n'entendrez jamais, depuis 1958, est-ce que vous avez entendu un ministre dire « telle décision a été prise, elle était mauvaise, c'est moi qui ai pris la décision, j'en assume ». Jamais. Vous n'avez jamais entendu ça? Donc, si vous ne pouvez pas dire « j'assume l'échec », vous ne pouvez pas dire que j'assume le succès. Un ministre, c'est un exécutant d'une politique qui a été pensée par le président, pour laquelle on lui donne des ressources. Parce que vous voulez travailler, mais vous ne pouvez pas travailler si on ne met pas un budget à votre disposition. Celui qui vous donne le budget, c'est celui qui décide à quel moment et de l'orientation. Et lorsque vous recevez, lorsque vous faites le travail, ne sortez pas pour vous taper la poitrine, j'ai fait. Vous dites, j'ai exécuté la tâche qui m'a été donnée. Un ministre, c'est un simple ouvrier. D'accord. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne à toute cette refondation, qu'on revienne un peu en arrière. Professeur Bano a parlé de la refondation de la présidence, de l'administration publique. Sur quoi exactement nous pouvons aller? Parce que nous sommes là pour trouver des solutions concrètes par rapport à cela. Le président, il vient d'être investi et il nous faut quand même des résultats. Et peut-être il peut compter sur n'importe qui pour l'aider, pour le baliser le chemin et tout, pour refonder ces secteurs-là. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? La présidence. Est-ce qu'il faut dégager certains pour faire venir de nouvelles têtes? Vous mettez toujours des questions de personnes en Guinée. Bon, c'est des personnes qui gèrent après tout. Non, c'est pas ça le problème. Vous avez lu Marx. C'est l'être social qui détermine la conscience sociale. Tout individu placé dans les mêmes conditions, qu'on se comporte de la même façon. Si vous ne changez pas les textes, vous ne changez pas l'organisation, vous ne changez pas le dispositif, vous ne changez pas le système, les normes de comportement, vous obtiendrez la même chose. Donc, il faut les êtres humains qui viennent au monde, à 90%, ne sont ni honnêtes ni malhonnêtes. Vous avez 10% qui sont malhonnêtes. Sur les 10% restants, vous avez 5% de profondément malhonnêtes et 5% de profondément honnêtes. Les 90% s'adaptent à l'environnement dans lequel ils sont. Ce que je dis, la présidence, dans un régime présidentiel, c'est le lieu qui doit, c'est cet endroit où on doit penser. Les politiques nationales devraient être pensées à la présidence de la République. La structuration du gouvernement devrait être réalisée à partir de la présidence. Les allocations de ressources au niveau de la présidence. Le suivi des actions mises en œuvre par les ministres devrait être là. Et en fin de compte, tous les services de contrôle et de sanction. La présidence est un ministère particulier. Un ministère qui ne fait pas et qui fait faire. Ça, c'est la première logique. La deuxième logique, c'est que la primature doit être un instrument de coordination de l'exécution et de suivi au quotidien. Deux activités. Si vous avez ça, vous avez la structure administrative, le gouvernement, et il est pensé de telle sorte qu'en réalité, attendez, est-ce que vous savez,
qu'au ministère de la Santé, c'est des médecins. Le ministère de l'Agriculture, c'est des ingénieurs agronomes. Au ministère des Mines, c'est des ingénieurs miniers et des géologues. Chacun des ministères en Guinée, c'est comme s'il appartenait à une catégorie formée dans le système universitaire. Alors qu'au ministère des Mines, vous avez autant besoin d'économistes, de financiers, de juristes, vous avez besoin de sociologues, vous avez besoin de plusieurs spécialités pour pouvoir penser l'action minière. L'ingénieur minier, l'ingénieur géologue, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir au ministère. Là où il doit être, c'est dans l'exploration terrestre. Sur le terrain. Pas au niveau du bureau. Vous partez au ministère de la Santé. Dans les conditions normales, vous avez besoin de comptables, vous avez besoin de juristes, vous avez besoin de toutes les spécialités. Parce que la santé n'est pas simplement une question médicale. La question médicale, c'est lorsque la personne est tombée malade. Mais on peut faire en sorte que la personne ne tombe pas malade. Ça coûterait moins cher pour la société que les personnes ne tombent pas malades, plutôt que les gens soient soignés dans un hôpital. Donc, c'est cette logique de réflexion qui décloisonne, qui transforme, qui enlève à chaque ministère le principe de dire que c'est comme un État séparé. Un jour, je suis parti au ministère des Mines, il y a longtemps. On faisait le code et on m'a donné la parole. Je faisais partie des personnes qui ont été cooptées. Quand j'ai pris la parole, j'ai parlé à un ingénieur minier très respectable qui m'a demandé quelle spécialité. J'ai dit sociologie. Il m'a dit que la Guinée est gâtée. Un sociologue vient parler au ministère des Mines. Ah ouais? Oui. Et ça, ce que je vous dis, c'est ça la vérité. Donc, cette réflexion, Monsieur le Président, il faut transformer les ministères non pas à des républiques séparées, mais en des républiques qui travaillent ensemble. Où il n'y a pas de chasse gardée, où chaque spécialité n'est pas à l'intérieur du ministère. Ensuite, il faut naturellement déterminer le profil pour chacun des postes. Le premier poste dans l'administration publique, c'est quoi? Chargé d'études. Tout le monde est chargé d'études. Quand vous dépassez chargé d'études, vous êtes chef de section. Après ça, vous êtes chef de division. Après le chef de division, vous êtes directeur national. En réalité, vous n'avez que ça. Vous n'avez rien d'autre. Ce que je dis, c'est qu'on a raté la réforme de l'administration publique en 1985. La première réforme qui a coûté beaucoup d'argent. Je pense, je le dis sincèrement, je crois qu'il faut corriger cela en reformant l'administration publique pour qu'elle cesse d'être une administration qui attend pour manger, pour devenir une administration de développement. Celle qui pense, celle qui accompagne, celle qui crée les conditions pour que les gens puissent travailler. Parce que ce n'est pas à elle de travailler, mais c'est à elle de rendre le travail plus facile pour que les gens puissent investir en Guinée. Oui, Ali Moussoari. Alors, vous avez dit aujourd'hui, le gouvernement n'a pas été formé, même s'il y a un gouvernement qui existe, et beaucoup viendront également. Est-ce qu'il y a des contraintes également qui peuvent arriver, qui peuvent empêcher le président d'atteindre ses objectifs? Alors, les contraintes liées à des personnes, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est les contraintes du pays. D'accord. La Guinée a des atouts. Le premier atout des Guinéens, de la Guinée, c'est sa population. Elle est comment? C'est la population guinéenne. C'est le premier atout de la Guinée. Parce que vous avez un peuple extrêmement laborieux, qui se lève tôt, se couche tard. Si la population guinéenne n'était pas laborieuse, nous aurions eu plus de difficultés en Guinée. Mais professeur, on dit que cette population est majoritairement analphabète. L'analphabétisme ne signifie pas l'incapacité de produire. Les personnes les plus riches en Guinée n'ont aucun diplôme. D'accord. Vous et moi, on a des gros diplômes. On non, est pauvres comme sauf que cette population laboureuse, quand moi, par exemple, je me lève le matin, c'est pour me tracasser, comment faire bouillir la marmite le soir, comment mettre en place toutes mes compétences pour faire avancer le pays. Si elle ne faisait pas ça, on serait dans une situation de guerre civile. D'accord. Que cette population soit en capacité de se lever le matin très tôt, d'aller chercher de quoi nourrir la famille, c'est déjà une soupape sociale.
D'accord. Oui, alors... Ça, c'est le premier élément. Oui. Le deuxième élément, ce n'est pas à la population de se transformer. C'est à l'État de transformer la population. Okay. D'accompagner la... Ce que les Guinéens veulent, c'est un pays prospère, un pays beau, où il n'y a pas de coupure d'électricité, où il n'y a pas d'insalubrité, un pays normal. Tous les Guinéens le veulent. Ce qu'ils attendent de nos dirigeants depuis 1958, c'est d'avoir un projet de cette nature qui les amène à avoir un pays. Les Guinéens veulent être meilleurs qu'au Sénégal, être meilleurs que la Côte d'Ivoire, être meilleurs à tous les pays. C'est ça que les Guinéens veulent. Pourquoi les jeunes migrent? C'est parce qu'ils ont envie d'aller voir quelque chose qui soit différent de leur propre pays. Si vous leur apportez ça ici, pourquoi ils vont partir? Ils n'iront plus. Ils n'iront pas. Voilà. Donc, il ne faut pas culpabiliser les gens. Parce qu'en réalité, ce qu'elles font sauve le pays, fait fonctionner, fait nourrir les populations. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est nous, les élites, ceux qui ont des positions administratives. C'est à nous de porter le projet. En quoi faisant concrètement? Alors, je vous ai dit, l'État, le président de la République a obtenu un mandat clair. C'est celui de transformer la Guinée. Il est de sa responsabilité de faire en sorte que la Guinée soit meilleure à ce qu'elle était hier et avant-hier. C'est son mandat. Et ce n'est pas pour rien qu'un président vieillit très rapidement. C'est quoi? Vieillit très rapidement. Il a tout un pays sur la tête. On va aller à la rubrique ça se dit. Voilà. Professeur, dans cette émission, nous avons une rubrique. Je ne sais pas si vous avez fini d'étaler des propositions. Oui. Ok. Grosso modo, oui. Disons, pour moi, c'est l'administration publique. Deux, c'est tout le capital humain. Et dans le capital humain, pour moi, il y a trois composantes. Le secteur de l'éducation, le secteur de la formation continue, et puis tout ce que la population que nous avons qui n'est ni à l'école, ni en emploi, et tout ce qui s'ensuit. Et la dernière des choses, à mon avis, le dernier chantier que le président doit initier, mais c'est à lui de savoir comment le faire et quelle est la formule, il faut apaiser la Guinée. D'accord. Il faut apaiser, il faut mettre la balle à terre. Et trouver une formule pour apaiser le pays, c'est à lui de voir quelle est la meilleure formule possible. L'essentiel, c'est que les Guinéens, pendant au moins les 3 prochaines années, soient dans une situation de paix sociale, de paix syndicale et de paix politique, pour permettre en réalité de travailler et d'arrêter la chienlit dans laquelle on est depuis très longtemps. Très longtemps. Dans un instant, la rubrique ça se dit. Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relèvent vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. Ça se dit. De retour donc sur ce plateau, Alimou, beaucoup de réactions de téléspectateurs. Beaucoup de réactions, on va prendre juste 3. Bonsoir, le professeur semble militer pour le septennat présidentiel aux USA, première puissance économique. Le mandat présidentiel est de 4 ans depuis 1777. Au plan économique, ça marche. Qu'en est-il? La Guinée a vécu 26 ans de 1958 à 1984. Ok, c'est la question, il va revenir. Bonsoir, professeur, c'est Bailo Diallo. Professeur Bano est une école, vivement. Un deuxième numéro avec lui dans l'émission Grand Angle, merci à vous. Il reviendra certainement. Bonsoir, la RTG, la télévision mère. C'est Ibrahim Abba depuis Pita. Vraiment, professeur Bano, c'est un bon cadre de l'État. Bravo, professeur, toujours. Merci également. Il salue le président de la République. Désormais, c'est M. Mamadi Doumbouya. D'accord. Dites à Dr Bano, merci d'éviter les discours. Il faut également aller maintenant sur le concret. Le concret, d'accord. On a compris. Alors, professeur, je disais, nous avons dans cette émission une rubrique qu'on appelle « Ça se dit ». On vous rapporte les propos des téléspectateurs, pas ceux que Alibou vient de lire là. On a mené une enquête avant votre arrivée par rapport à ce que vous avez été, ce que vous faites aujourd'hui pour notre pays. On va vous les rapporter.
Et après, vous aurez le temps de réagir, mais on n'a pas assez de temps, donc vous n'aurez peut-être que 30 secondes pour réagir. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez laisser aussi. Oui. Moussa, on peut aller. Ça se dit que... Oui, ça se dit que pendant le régime du professeur Alpha Condé, professeur Banou Barry a été remercié, mais sauf qu'il a engagé des réformes qu'il n'a pas pu terminer. Et c'est une occasion vraiment maintenant pour qu'il puisse aller dans le département ministériel pour achever ces réformes. Je n'ai pas initié de projet à proprement parler. J'ai testé quelque chose. Par exemple, la biométrie des étudiants, des élèves au baccalauréat, au brevet, j'ai initié. J'ai surtout fait un état des lieux. Il y a combien d'enseignants? Où est-ce qu'ils sont? Quel est le niveau de qualification? Il y a combien d'enseignants qui manquent? L'état des infrastructures scolaires, le nombre d'écoles en hangar, ainsi de suite, le matériel pédagogique, il y en a combien, les livres, les cahiers, tout ce qui s'ensuit. En fait, c'est ce que j'ai fait. Écoutez, je dis souvent aux gens, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai quitté mon poste, je suis parti au Congo, j'ai eu une autre expérience. De l'autre côté, j'étais gestionnaire d'un projet de réforme de l'enseignement supérieur. RDC, c'est 2 fuseaux horaires. D'accord, on a compris. C'est 1117 universités publiques et privées. J'ai appris beaucoup d'autres choses. D'accord. Voilà. Alimou, ça se dit Professeur, ça se dit on jette l'argent par la fenêtre au niveau du système éducatif parce que la presque totalité des élèves aujourd'hui migrent vers les privés. On ne fait rien dans les publics. Non, on ne jette pas l'argent. C'est-à-dire la formule n'est peut-être pas bonne. Les données que je possède, je sors un livre au mois de mars où j'ai enquêté 16 000 étudiants sur 26 ans, de 1998 à 2024. Ce qui se passe, c'est que, grosso modo, aujourd'hui, le secondaire guinéen est privé. Il n'est plus public. Le secondaire? Secondaire, public, privé et privé. 65% des élèves guinéens sont dans le privé au niveau du secondaire, collège et lycée. D'accord. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enseignants dans le privé que dans le public, au niveau du secondaire. Ça aussi, c'est une réalité. Ce qui est certain aussi, ça je peux vous le dire, il y a plus d'admis au baccalauréat dans le privé que dans le public. D'accord, ça c'est clair. Alors, ça se dit que professeur Bano est beaucoup plus théorique que pratique, que même si on le mettait aujourd'hui à la tête d'un département ministériel, qu'on n'aura peut-être pas la chance ou le temps de voir vraiment les changements qu'on souhaite voir. Alors, il n'y a aucun changement sans la théorie. Celui qui vous dit qu'il va changer sans connaître, c'est un menteur. Il fait du bruit. D'accord. Mais que la théorie, c'est... Non. En fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que je suis tellement présent dans les médias que les gens pensent que j'ai été ministre de l'Éducation depuis 1958. Attendez. Vous savez ceux qui ont duré à leur poste au ministère de l'Éducation nationale? Vous les connaissez? Moi, je le connais pas. Bien. Mamadi Keita. Vous le connaissez? Non. On a entendu parler de lui. Ok. Madame Aïchaba. Elle, oui. Et Kourouma. Je vous ai dit, j'ai fait 1 année, 2 mois et 4 jours. Mais pourquoi vous retenez c'est parce que... Ah, mais il a compté. Pourquoi vous retenez... C'est le nom de mon livre. Ah, d'accord. Le livre que j'ai publié, c'est 1 année, 2 mois et 4 jours. Parce que le 5e jour, c'est un dimanche. Ça n'a pas compté ça. Ça vient plus compter. Ah oui, on nous précise que nous sommes... Alors, professeur Bano, ça se dit aussi que si le président Mamadi Doumbouya veut réussir durant son septennat, il est obligé de se séparer de certains cadres de l'administration publique. Écoutez, un président de la République n'a aucun contrat écrit avec un cadre. C'est clair. Ah ouais? Aucun. C'est aussi ça. Il veut t'utiliser parce qu'il considère que tu as des compétences. Il fait appel à toi. Tu es fonctionnaire de l'administration, tu acceptes.
Tu es dans le secteur privé, si ça te convient, tu acceptes. Et le jour où il ne veut plus de toi, tu t'en vas. Vous pensez que les engagements politiques ne tiennent pas? Le seul engagement qu'il a, c'est avec le peuple de Guinée. D'accord. Qu'il a élu. Tous les Rosses. Tous les autres. Oui. Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Même ceux qui ont milité activement. Il n'a pas voulu être candidat d'un parti politique. Ah oui, ça c'est très important. Même ceux qui ont mouillé candidat le maillot. indépendant. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'il ne veut pas se mettre la corde au cou. D'accord. Aujourd'hui, il est libre de prendre la décision qu'il considère comme la meilleure pour son septennat. D'accord. En termes d'hommes, en termes de structure, en termes de philosophie, tout lui appartient. En termes de décision. En termes de décision, parce qu'au final, C'est lui C'est qui lui se qui passe. sera ce que vous savez en Oui, Guinée, oui. c'est Sékou Touré, Lansana Conté, Moussa Dadis, Dadis, Sékou Ba, Alpha Condé et lui. Est-ce que vous avez entendu le nom de quelqu'un d'autre? Bon, Vous non. connaissez ce que j'ai détruit dans le ministère? Non. Plus ou moins. Et je n'ai pas dit. Donc, tout ce qui C'est a à l'actif du professeur Alpha Condé. Exactement. Tout ce qui a été fait, c'est pour lui, c'est lui Ça qui l'appartient. C'est c'est le l'appartient. premier responsable, c'est C'est le tout. répondant. Voilà. C'est la Voilà, tête du mesdames, messieurs, serpent. ça n'est fini pour ce numéro de Grand Angle. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu la demande des téléspectateurs qui souhaitent que vous reveniez et j'espère que vous... Si c'est des sujets, disons... Des sociétés. Où on apporte une contribution. Oui, comme celle-ci. Ce que je n'aime pas, c'est les débats de personnes. Non. Mamadou a dit, Boubacar a dit, comme si on était dans un café ou dans un maquis. Ok. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. D'accord. Merci, on espère vous retrouver très prochainement. Merci à vous quatre d'être venus dans ce premier numéro. Merci. Vous avez agrandi l'angle ou bien il est encore réduit? Très grandi, très grandi. Merci de nous avoir suivis. Dieu voulant, demain on vous retrouve pour un autre numéro avec un autre invité pour parler de l'actualité dans notre pays. Dans un instant, vous aurez droit au journal télévisé. En attendant, portez-vous bien en compagnie des programmes de la télévision nationale. Ciao.